Eh bien, c'est parti. Merci à tous d'être là si nombreux. Et merci à Équateur de nous accueillir. C'est notre premier meet-up hors les murs. Je l'ai là. Avec toujours en prisme le Design Ops et comment est-ce que l'on met en place le Design Ops dans nos entreprises. Et on a 3 super intervenants ce soir qui vont nous parler d'une expérience en particulier. Donc nous avons Cléa, ici d'Acosta, qui est lead designer chez Équateur, avec le sujet « Range ta chambre », de comment penser l'organisation de son environnement Figma, comme un projet avec des tests et des itérations et des deliveries. Et pour faire un petit focus sur Équateur, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, mais on va en parler un peu. Équateur, c'est un fournisseur d'électricité et de gaz renouvelables, indépendant et alternatif pour les particuliers et les entreprises. Est-ce qu'on est bon là? C'est bon? Voilà, et bien sûr, ça respecte notre planète. Merci. Damien Boyer, juste à côté, qui est Lead Design Ops chez Payfit. Alors Payfit, si vous ne le savez pas encore, c'est une entreprise française qui développe des outils SaaS de gestion de paie et de gestion de ressources humaines. C'est bien ça, on est good. Et il viendra nous parler du pouvoir des rituels pour connecter une équipe à distance. Et enfin, on a Léo Fuster, merci d'être là, Design Ops chez Aviv Group, qui va nous parler des process autour des traductions et des différents langages dans nos quotidiens. Et Aviv Group est une entreprise spécialisée dans les services immobiliers en ligne qui rassemble entre autres SeLoger, vous devez connaître, et Meilleur Agent. Et donc chacun va pouvoir intervenir pendant à peu près une demi-heure. On aura des questions-réponses pour chacun d'entre eux. Et à l'issue de ça, on aura bien évidemment la pizza et les bières qui se passera juste un peu plus. Donc il va falloir tenir, vous allez voir, ça va être super. Je te propose de prendre ma place, Cléa, et de venir speaker sur ton sujet de range ta chambre. Tiens, je vais le mettre. Est-ce que tu voudras t'asseoir? Tu voudras t'asseoir? Ok. Bon, bah déjà, bonsoir tout le monde. Merci d'être venu ce soir et bienvenue du coup chez Équateur dans nos locaux parisiens. Merci Front Guys avec qui on a co-organisé cet événement et merci aussi Damien et Léo de nous faire l'honneur d'être là ce soir. Donc moi je vais traiter le Design Ops. Alors déjà je vais me présenter parce que je suis Lead Product Design chez Équateur depuis maintenant 1 an et demi. Alors on va parler ce soir sur du Design Ops. Donc j'ai pris une citation qui illustre bien le sujet, qui est « Le Design Ops n'est pas un nouveau département du design, c'est comment les équipes design, produit et technique interagissent. Le Design Ops, c'est la création d'une culture centrée utilisateur et agile au fil du temps. On ne place pas le design comme une étape à franchir, mais comme une ritualisation des retours sur les livraisons. » Et c'est de Gus Correa. Alors, je trouve ça très intéressant parce qu'effectivement, pour moi, aujourd'hui, quand on est product designer, on fait forcément du Design Ops, puisqu'on conçoit. On conçoit dans le but de délivrer à des développeurs, à des PO qui vont faire des specs, et du coup, tout ça, ça demande un process et à être ritualisé. Donc, j'ai choisi ce thème de « Range ta chambre ». Donc, c'est ce que nos parents auraient pu nous dire s'ils avaient mis le nez dans notre Figma. Et voilà, et c'est comment on a réorganisé notre environnement Figma. Et donc, j'ai un petit gif parce que je me suis prise pour Marie Kondo. Voilà. Donc, je vais commencer par vous présenter Équateur, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse, notre écosystème IT, les problématiques qu'on a rencontrées, du coup, liées à notre organisation de Figma, le process qu'on a mis en place pour ce projet, les étapes et la production. Et on verra ensuite les next steps. Donc, Équateur, nous sommes un fournisseur d'énergie renouvelable. Donc, on soutient nos clients pros et particuliers dans leur transition énergétique et écologique. On est une entreprise à mission depuis 2016. On a eu une grosse levée de fonds l'année dernière. On compte aujourd'hui 125 salariés et on fournit plus de 200 000 compteurs. On propose du coup des offres d'énergie, d'électricité verte et de gaz renouvelable. On a une application mobile qui permet à nos clients de pouvoir suivre, monitorer leur consommation d'énergie. On les accompagne dans la mobilité électrique.
on vend des produits et services en lien avec la transition énergétique et écologique. On crée du contenu édito et on a un service client qui a une valeur très forte pour nous, puisque notre vocation, c'est aussi de parler la même langue que notre client. Et c'est ce qui nous différencie de nos concurrents. Nos fiertés, c'est qu'on est French Tech 120 depuis 2020, qu'on est labellisé B Corp, qu'on est sponsor officiel de la K Corp. Alors, je ne sais pas s'il y a des gamers ce soir, mais c'est une équipe de e-sport qui joue à League of Legends. Et le mois dernier, on a été le fournisseur du festival de musique Wheel of Green. Et on a une belle communauté sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, où on est très actifs. D'accord. Voilà, on adore notre communauté. Mais surtout, on est une entreprise, enfin surtout on est aussi une entreprise tech qui construit ses produits. Donc on a des sites qui vont du site vitrine, du parcours de souscription, une application mobile, des espaces clients desktop côté pro et côté particulier. On a une marketplace, un site média, mais pas que, puisqu'on fait aussi nos propres outils métiers. Donc ça va du CRM à des outils qui nous permettent de pouvoir faire des devis pour estimer la consommation et pricer nos clients pros, et des outils de comptabilité, par exemple, pour faire de la relance. Et on a plein d'autres produits qui vont arriver. On vend nos produits aussi en marque blanche pour permettre à d'autres entreprises de pouvoir fournir de l'énergie renouvelable et verte. Et on a créé un design system sur lequel on va bientôt communiquer. Pour gérer tout cet écosystème IT, on a 4 squads avec 16 PO et 50 devs. Et on a une Dream Team, ma Dream Team, de Product Design, donc avec un lead moi-même, 3 Product Designers et un X-Writer. On utilise un outil commun qui est Figma, qu'on adore, qu'on ne remet pas du tout en cause, qu'on utilise depuis 2 ans, qu'on a mis en place il y a 2 ans. Et du coup, sur cet outil, on est 182 membres, donc des product designers, UX writers, PO, dev et métiers. Et voilà, et on l'aime Figma, mais quand on passe de 1 à 5 designers en un an, quand on refond nos produits, quand on en crée des nouveaux, quand on développe un design system, quand on a 4 librairies de design token, quand on se lance dans la marque blanche, eh ben, c'est le bazar. Donc c'est le bazar, c'est « Hello Sébastien, on pourrait faire des feedbacks en commentaire dans le Figma, c'est trop le bordel Figma. On n'arrive pas à trouver l'écran sur Figma. Hello, ça ne me dit rien comme ça, je suis en réunion, je vais regarder après. » Et du coup, en fait, on cherche partout. Ça crée un manque d'autonomie et de la frustration chez les PO, chez les devs, mais aussi chez les designers. On se met à mettre des commentaires en pingant des collaborateurs sur Figma. Ça nous donne de la charge mentale en plus. Et voilà, on envoie plein de messages Slack. Du coup, les devs sont perdus, voilà, trop de sollicitations, trop de manque d'autonomie. Et on a fait un Rex qui a relevé en fait, ce problème qui était émergent pour tous. Donc on a fait une évaluation avec des notes et on s'est rendu compte que ce sujet d'organisation de Figma faisait vraiment perdre trop de temps et amener trop de frustration. Donc on l'a priorisé et on a décidé de le travailler comme un projet. Donc c'est un projet où donc, on revoit l'organisation et on la traite. Et c'est un projet porté par la team Product Design. On a nommé un référent, même si tout le monde a collaboré. On a fait une phase de cadrage. On a défini une roadmap, on a fait des tests, on a itéré, et ensuite on va déployer l'organisation. Donc la roadmap, la première étape, ça a été de faire l'étude de l'existant. Donc comprendre en fait l'organisation actuelle. Pourquoi elle a été faite comme ça, par qui. Et en fait, on s'est rendu compte qu'avant, il y a 2 ans, donc c'est il n'y a pas longtemps, hein, c'était hier, il n'y avait pas de Figma chez Équateur, il n'y avait pas de Sketch, il n'y avait pas d'Axure en fait, ils utilisaient
PowerPoint. Et pour les bons PO, avec un petit background designer, Photoshop. Voilà, c'était ça il y a 2 ans. Donc, avant mon arrivée, bien sûr, longtemps avant. Mais voilà, donc c'était ça l'existant. Donc on comprend mieux aussi pourquoi on a eu besoin de restructurer ce Figma, cette organisation. Donc on s'est documenté, on a fait du benchmark, on a testé des choses, on a pris des feedbacks, on a itéré, on a trouvé une solution qui convenait à tous les designers. Ensuite, on l'a présenté du coup à l'écosystème IT, aux PO, aux développeurs, et ensuite on va le déployer. Donc l'état des lieux, donc, comme je vous disais, c'était il y a 2 ans. Voilà, notre organisation, elle se traite, donc comme vous pouvez le voir sur la présentation, sur en fait un fichier par produit et une feature par page dans le Figma. Donc pour rappeler l'organisation, dans Figma, on peut faire des teams. Dans ces teams, on fait des projets, et dans ces projets, on fait des fichiers. Ces fichiers qui contiennent des pages. Donc nous, on était vraiment à ce niveau-là, quoi. Un fichier par produit et une feature par page. Les problèmes, c'est que les fichiers sont trop lourds, il y a beaucoup de commentaires Figma, c'est-à-dire qu'on arrivait à 340 commentaires sur un fichier. Le nombre de pages aussi, 16 pages par fichier en moyenne, qui sont utilisés par 108 membres. Et du coup, tout ça, on a des problèmes pour un manque de compréhension de l'organisation, d'espace dédié à la livraison, donc par rapport aux utilisateurs. Si c'est un développeur, il ne sait pas où regarder. Si c'est un PO, pareil. On ne peut pas traiter de cette manière-là, difficilement, le versionning et aussi pouvoir historiser en gardant une version cible et travailler sur le même VP en même temps. Donc pour nous, c'était problématique. Et on a été regarder ce qui se passait chez les autres, comment les autres, en fait, ont craqué leur organisation Figma. Et on a sorti 3 types d'organisation. Donc le premier qui est donc, utiliser les pages d'un fichier pour incrémenter les nouvelles features et itérer, donc ce qu'on avait à la base. Ensuite, utiliser les branches de Figma pour les itérations. Et la troisième organisation, c'est utiliser des fichiers incrémentables pour itérer et ajouter de nouvelles features pour maintenir en fait la dernière version. Et donc, comme on peut le voir sur cet exemple, certains considèrent qu'une user story est un fichier dans un projet Figma. Et donc, c'est cette organisation qu'on a retenue pour nous, pour Équateur, en définissant qu'une team égale à un produit, en sachant qu'on a beaucoup de produits chez Équateur, comme vous avez pu le voir avant. Un projet égale une feature et un fichier, une itération. Ce qui peut donner, par exemple, une team qui peut être l'application mobile. À l'intérieur, on va retrouver la feature de l'inscription. Et à l'intérieur de cette feature inscription, on aura les itérations, comme la création d'un avatar, l'ajout de Social Connect, voilà. Et donc, ça donne ce joli paysage où on s'y retrouve du coup beaucoup mieux, puisque tout de suite, on a le nom de la feature qui ressort. On a des couleurs sur les covers pour pouvoir se repérer en fonction des statuts. Donc, on a des statuts Work in Progress qui sont les plus récents. Par exemple, le statut MVP qui est archivé, qui est en dernier. Et donc, du coup, c'est vraiment… on incrémente, en fait, le fichier MVP en faisant le ménage et en ajoutant des nouvelles fonctionnalités. On peut avoir aussi le statut bloqué. Ça nous permet de garder des fonctionnalités qu'on n'a pas développées. On n'a pas été au bout. Donc, de là, on a sorti 2 user flows. Le premier, c'est « Je souhaite créer un fichier Figma ». Donc, dans un premier temps, on utilise une cover. Donc, nous, on a créé des covers différentes en fonction du sujet du fichier. Donc, que ce soit FigJam, de la production, du design token pour une librairie ou bien de la research. Dessus, on va indiquer le statut de l'itération. On va rappeler le nom du flow, on va indiquer le nom du designer, mettre le nom de l'itération, indiquer le mois et mettre du versionning.
Nous, le versionning, on travaille en V1.01, V1.02. Et on considère d'ailleurs sur le petit focus sur le versionning, c'est qu'on passe sur une version au-dessus au moment où on a vraiment une itération qui va être structurelle, qui va changer fondamentalement la feature. Donc on a pu le voir, si je reviens juste avant, par exemple, refonte UI, le dernier fichier est passé en V2.01, puisque là, on change vraiment la feature de l'inscription dans ce cas-là, enfin de l'onboarding. D'utiliser aussi, on utilise un emoji pour pouvoir se repérer plus facilement, donner un petit côté fun, parce qu'on fait quand même du design et que le design c'est fun, donc c'est sympa de pouvoir en mettre. Ensuite, on va travailler donc dans le fichier, on va structurer du coup ce fichier avec les pages. Et donc nous, on divise en deux les pages, la partie flow, la partie production, de la partie research. Ce qui fait que les PO, les devs savent où aller se focus dans les pages. Et on met un petit emoji check pour dev ready pour indiquer, OK, on pense du coup à la personne qui va travailler derrière nous sur la feature, c'est-à-dire le développeur, ou bien le PO qui va découper ses specs, et donc il sait qu'il va travailler sur ce fichier-là. Et la troisième étape, c'est de bien nommer le fichier. Donc ça, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'on va mettre, donc on aura le nom d'abord du produit, ensuite on aura le nom du flow avec la version et le nom d'itération, ce qui peut donner app, connexion V1.01, MVP. App, connexion 1.02, ajout social media. Le deuxième user flow, c'est je souhaite faire une itération. Donc là, c'est différent puisqu'on part du coup d'un fichier déjà existant. Donc typiquement, je prends mon MVP que je veux, où je veux ajouter du coup une nouvelle, je vais créer une nouvelle fonctionnalité, donc je pars de MVP. Donc on duplique ce fichier actuel, on le met à jour, donc on le met à jour en changeant la cover, puisque c'est une nouvelle itération. Ensuite, on va renommer cette itération, on fait le ménage dans le fichier donc au niveau des pages, et ensuite on travaille dessus. Par contre, il faut aussi penser au fichier source, mon fichier MVP que je viens de dupliquer, il faut l'historiser. Donc là, c'est de la même manière, je vais retravailler, je vais indiquer sur la cover que du coup, il passe en statut archivé. Je fais le ménage dedans, et là, je peux, donc nous, on utilise l'outil Slack pour communiquer. On a souvent un channel par feature ou un channel par squad. Donc, c'est dans ces endroits-là qu'on va transmettre les liens pour que les devs puissent avoir accès au Figma. Mais, breaking news, Figma, cœur avec les mains, qui ont fait une conf le mois dernier, qui ont tué le game. Désolé Léo, c'est la deuxième conf qui tue le game. Mais qui ont sorti la fonctionnalité Ready for Dev. Donc tout ce qu'on a pensé et mis en place, voilà, ils ont tué le game. Parce que c'est vraiment, pour nous, une fonctionnalité ultra importante. On parle beaucoup des variants et tout ça, mais dans le Design Ops, cette fonctionnalité-là, elle est super. Et franchement, ça amène plus de fluidité. Et du coup, notre petite icône check qu'on mettait au début des pages est remplacée par l'icône Ready for Dev avec la section pour les développeurs. Ce qui est important, ce qu'on a mis en place aussi, c'est on a créé une team organisation design. Donc ça, c'est dédié au Design Ops, puisqu'on va mettre les documents, c'est-à-dire là où on va mettre nos guidelines, expliquer comment se passe l'organisation du Figma. C'est accessible à tout le monde. Et ça permet, quand il y a des nouveaux designers, des nouveaux PO, de pouvoir avoir accès à ces documents. Ça permet aussi de localiser les covers, puisque les covers, on va en faire des composants, et donc on va les retrouver ici. Donc c'est important de pouvoir ranger aussi et de se créer une partie Design Ops dans le Figma. Donc du coup, ce qu'on a mis en place, qu'on a retenu, et les tips qu'on peut donner, c'est de créer des composants pour vos covers, parce que ça permet de ne pas dériver. On reste bien dans les guidelines. Ça permet aussi de pouvoir changer les statuts, par exemple, facilement, le nom des designers.
Parce que des fois, c'est vrai que quand on se lance, on est un peu la tête dans le guidon, on peut avoir un peu de fainéantise à se dire « bon, il faut que je refasse ». En fait, voilà, si on a déjà, par exemple, un template et des composants pour les covers, ça aide, ça facilite. Bien penser à mettre la cover en thumbnail, faire des documents voilà, d'explication des guidelines, donner des noms clairs aux fichiers. Donc nous, on a pensé, par exemple, utiliser des verbes d'action. Donc par exemple, ajouter les social media, des choses comme ça. Utiliser les emojis. Et ce qui est hyper important, s'assurer que tous les designers sont d'accord sur la structure. Voilà. Et qu'ils soient d'accord et qu'ils l'aient comprise. Donc c'est vraiment un peu de la co-réflexion, ce sujet. Et ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir récupérer des feedbacks après. Et ça fait partie de nos next steps. Donc comment monitorer avec de la data ce changement d'organisation. Le gain de temps, le nombre de commentaires Figma, le nombre de messages sur Slack. Voilà, ça, on est en réflexion là-dessus, comment pouvoir monitorer ça, prendre des feedbacks. Et ça, c'est quelque chose qui est fait lors des Rex. Donc, c'est vrai que j'invite tout le monde. Enfin, c'est vraiment important quand on collabore entre PO, dev, designer, vraiment ces moments où on fait le point à la fin d'un projet et de se dire, OK, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est moins bien passé? Parce qu'en fait, le design ops, il part de là et c'est là où il s'exprime. C'est là où on va trouver les pain points et parfois des solutions. Donc voilà, c'est là où on peut prendre ces feedbacks. Donc comme je vous ai dit avant, mettre à disposition les guidelines, le mode d'emploi. Et dans les next steps, ce qu'on aimerait faire, c'est de pouvoir faire ce ménage dans les membres de notre Figma. On a des owners, éditeurs, viewers. Voilà, ça fait beaucoup de gens. Et donc, voilà, c'est notre prochain projet d'organisation Ops, c'est de se pencher sur les membres. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Je ne pars pas tout de suite. Est-ce que vous avez des questions pour Cléa sur... Oui. Attends. Ah, il y a le micro. Merci pour la présentation. J'aurais une question au sujet plutôt des écarts. C'est-à-dire que là, tu nous as montré le mode d'emploi et le monde idéal, où tout le monde respecte les règles. Mais là, vous êtes combien? 4, c'est ça? Oui. Une équipe de 4? Ouais, voilà. 4 avec l'X-Writer, 5. Donc 5. Mais on va dire mais après, je pense que l'équipe est amenée à grandir. Oui. Et je pense que là, c'est la problématique qui va arriver. C'est le côté comment j'assure que ces règles soient bien appliquées et qu'est-ce que je vais faire si elles ne le sont pas. Comment tu vas gérer la chose? Alors, c'est vrai que du coup, si on se met à appliquer du Design Ops, chez nous, aujourd'hui, chez Equator, on n'a pas de personnes dédiées en fait, au Design Ops. Tout le monde en fait. Après, est-ce que c'est avoir un référent et un spécialiste Design Ops? Je ne sais pas. Mais il faut peut-être qu'il y ait quelqu'un qui soit garant de ça. Après, ça arrive, je pense, au niveau des onboarding, quand un nouveau designer arrive, par exemple, de prendre le temps aussi de bien lui expliquer. Et justement, c'est ce que je dis, d'avoir les bons documents, les bons modes d'emploi, qui soient facilement accessibles, qui puissent facilement prendre en main. Et ça marche aussi bien. Il faut pouvoir savoir parler à un designer, mais aussi à un développeur, mais aussi à un PO, parce qu'on travaille tous ensemble. Mais après, des écarts, je pense qu'il y en a toujours. Mais c'est pour ça qu'il faut peut-être un garant et puis prendre du feedback, quoi. Franchement, c'est prendre du feedback. Merci. Merci pour la présentation, c'était chouette. Vous avez pensé à éventuellement identifier les épiques ou les stories auxquelles sont rattachées les itérations, par exemple, pour avoir un lien direct vers ces épiques, pour pouvoir y accéder, et aussi faciliter la recherche par ce moyen-là? Dans la nomenclature, par exemple, ou quelque part, ou en cover Donc, tu parles côté designer ou côté... par exemple, sur les covers, pouvoir avoir un lien d'accès au Jira dédié ou au Trello. Ouais, voilà. Alors, nous, on utilise Confluence. Ouais. Confluence et Jira. Effectivement, c'est quelque chose qu'on pourrait ajouter. C'est le lien, en fait, du Jira à l'intérieur. Mais non, on ne l'a pas fait. Mais c'est une bonne remarque. Par contre, dans le Jira, il y a des renvois à chaque fois vers le Figma. C'est pas mal. Mais ça marche dans un sens, mais pas dans l'autre. Confluence
Par prend expérience, pour les du coup PO, du Figma, etc., mais pas les l'inverse. devs, ça peut être pas mal. Va aussi faire ça. DevMode, maintenant, ça peut se connecter à Jira et donc du coup, ça peut faire l'aller-retour. D'accord. Alors, c'est juste pour rebondir sur ce que tu disais. C'est-à-dire que si vous regardez la dernière vidéo de config, il y a un plugin qui s'appelle Jira qui permet de lier tes tickets à une frame dédiée. Donc tu peux très bien, de la même manière, tu peux lier Visual Studio, lier ton Jira et tes épiques à ton Figma. Donc pas à un fichier, mais à une frame dédiée. Ouais. Donc peut-être que c'est, je sais pas si, enfin peut-être que c'est une solution en effet. Ouais, ça peut être une J'avais une question pour toi. Je suis pas sûr d'avoir bien compris pourquoi pour le workflow lorsque vous voulez faire des itérations, vous avez préféré le process que tu as détaillé au branching. Pourquoi le branching, vous êtes dit c'est pas une solution qui est adéquate à ce que vous voulez faire, peut-être pour une question de versionning. Ouais, c'est pour une question de versionning, ouais. Parce que vous vouliez pas à un moment donné écraser. On veut pas écraser, on veut garder aussi les versions précédentes et les itérations précédentes. Donc c'est vrai qu'on n'est pas parti sur les branches. On est vraiment resté sur dupliquer à chaque fois un fichier qu'on va incrémenter avec la nouvelle itération. Merci pour cette intervention. Moi, j'avais une question plutôt axée versionning au niveau des produits en marque blanche. Comment vous arrivez à gérer les éventualités de type on fait quelque chose d'un peu custo pour un client à qui on vend en marque blanche? Est-ce que c'est quelque chose qui arrive et comment vous le gérez dans les versions des itérations sur Figma? Il ne me semble pas qu'on ait fait pour l'instant d'exception. Je ne suis pas très pro de ce côté-là, marque blanche, mais pour l'instant, les clients pour lesquels on travaille sont ISO sur ce qu'on a en production. Okay. Ouais. Donc, ils utilisent 3 produits de ce qu'on a vu, de ce que je vous ai présenté. Mais c'est ISO à la prod aujourd'hui. Et en fait, par contre, c'est les librairies qu'on va changer. On va appliquer d'autres tokens. Mais en fait, on ne crée pas de fonctionnalité, pour l'instant en tout cas, dédiée à un client. Merci. Ça sera la dernière question et après on va passer à Damien. Hop. Je ne sais pas si tu avais levé la main. On a un peu répondu. Tiens, ok. Merci. Vas-y, je t'en prie. Bonjour, merci beaucoup. Petite question, jusqu'à où vous avez poussé le rangement de la chambre? Est-ce que vous êtes allé jusqu'à la nomenclature de chacune des frames? Ça, oui, on a défini une nomenclature de frame. Après, on a des fichiers déjà existants, donc c'est vrai qu'il y a une repasse à faire. Mais par contre, tout ce que je vous ai montré là, ça prend beaucoup de temps dans le déploiement. Donc, du coup, on pose les bases, mais ça veut dire qu'il faut vraiment se dédier de la CAPA pour traiter ce sujet. Et effectivement, quand on fait un coup de ménage, la nomenclature des frames va être définie et on a un design system dans lequel est documenté le nommage du coup des frames. Merci Claire. On va passer et je vous propose après on se reverra et vous aurez le temps de voir avec eux plus précisément si vous avez d'autres questions, mais on va devoir avancer. Damien, tiens Cléa, je te redonne ça. Hop. Merci en tout cas. Hop. Moi, je suis plus branchée. Bonjour à tous et merci effectivement à Front Guys de nous accueillir. On ne veut pas ma tête. Donc, je vais me présenter rapidement. Donc, aujourd'hui, je travaille chez PFIT. J'ai à peu près 15 ans de métier, je dirais full stack designer. Je fais beaucoup de métiers différents dans le design, autant chez Annonceur que dans différentes agences. Et aussi chez Betagouv pendant quelques temps, avant de rejoindre l'année dernière PFIT. C'était traduit, tiens, je l'avais mis en anglais.
Je suis aujourd'hui Design Ops Manager chez Payfit. Payfit, en quelques mots, donc, tu l'as expliqué tout à l'heure. On a une solution qui est dédiée aux PME sur la gestion RH, notamment de la gestion de la paye et d'autres produits autour des ressources humaines. On gère les congés, les absences, on a un espace employé, on peut générer les contrats et signatures électroniques. On fait aussi la partie perf autour des entretiens et des échanges one-one, etc. Ça va beaucoup trop vite. Ça le traduit automatiquement ou c'est, je sais pas. Ok, c'était totalement en anglais normalement, donc c'est très bien. Donc aujourd'hui, on est un peu plus de 35 designers. On fait donc du product design, du brand design dans l'équipe design. On a de la user research et conception de services donc des UX writers. On est un peu plus de 35 aujourd'hui. C'est très drôle. C'est sympa, ça. Donc on est l'équipe des opérations de conception. On a une équipe aujourd'hui de 3 personnes, donc Amine et Romain qui sont avec moi. Chez Payfit, on a une équipe Design Ops depuis 2 ans à peu près. Amine et Romain m'ont rejoint en début d'année. Et en termes de ratio, on peut dire qu'on est relativement efficace, qu'on a vraiment la possibilité d'adresser un certain nombre de sujets. Donc par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Cléa, on en mesure aujourd'hui d'être dédié réellement à ce Design Ops et de pouvoir adresser un certain nombre de projets qui sont prioritaires pour l'entreprise. L'un des aspects que je vais adresser, c'est qu'aujourd'hui, on est une équipe qui travaille de manière hybride, majoritairement même en télétravail. Et on a une partie de l'équipe qui est en Espagne, à Barcelone, à Valence, à Madrid. On a une personne qui est à Londres, une personne à Munich, et on a des personnes de partout en France, quelques personnes à Paris et les meilleurs à Bordeaux. La clause de non-responsabilité, qu'est-ce que j'avais mis? Disclaimer. Ce que je voulais évoquer sur ça, c'est que aujourd'hui, côté Design Ops, on vous donne notre recette, et en l'occurrence la recette que l'on a pour ce qu'on a essayé de traiter chez Payfit sur les sujets autour des rituels. C'est pas une formule magique. Donc tout ce qu'on fait, en tout cas côté Design Ops, il faut l'adapter à un contexte, à votre maturité, autant côté design que côté compagnie. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on a fait, ça fonctionne. On itère beaucoup. Il y a besoin d'améliorer un certain nombre de choses. Mais du coup, je répondrai à vos questions après. Mais il y a besoin d'adaptation en fonction de votre contexte. Conception hebdomadaire. Il y a quelques mois, c'était nos rituels qu'on avait dans l'équipe. Je suis perturbé par le momentum de conception. On avait le lundi quelque chose qui s'appelait le Design Momentum, qui était un temps de partage qui permettait surtout d'échanger au sein de l'équipe sur des sujets lambda ou juste partager un café ou e-coffee ensemble. Et on avait ce qu'on appelait Design Weekly, qui était un moment aussi où, en plénière, où tous les designers étaient invités et dans lequel on pouvait autant avoir de la design review, donc vraiment voir ce qui a été sorti et avoir du feedback des autres designers, autant des infos RH, vision, etc., des leaders. À ça s'ajoutaient des réunions debout, donc des stand-up meetings, tous les matins. Donc ça, c'est tout ce qui s'ajoutait pour chaque designer au sein de leur tribe et des squads. Aujourd'hui, chez Payfit, on est organisé donc en tribe avec des squads en dessous. Et chacun des designers a du coup, donc ça c'est vraiment le minimum, mais ils ont un certain nombre de meetings qui s'ajoutaient. Donc nous, on traite les rituels de manière transverse sur l'ensemble du chapter design. Et du coup, on avait une réflexion. Il y a aussi le hors-site qui est l'off-site. Notre manière de travailler côté Design Ops, c'est de la méthode classique en design. On va faire de l'exploration, de la discovery. On va avoir une phase d'analyse sur cette discovery qu'on a fait. Et après, on en détermine des actions qu'on va prioriser en fonction de ce qui a été vu sur l'analyse.
l'explorateur. Donc la partie exploration, justement, pour ces questions de rituels, donc on a vu qu'il y avait un certain nombre de choses qui ne fonctionnaient pas et qu'il fallait qu'on trouve des solutions. On a fait de manière assez classique un sondage au sein de l'équipe design. C'est la pause. On fait des one-one aussi, des entretiens individuels avec chacun des designers pour avoir vraiment du qualitatif avec eux, échanger et voir un petit peu leur retour. Et tous les 6 mois, il y a une enquête de satisfaction appelée Fulfillment Survey au sein de PFIT pour prendre la température de manière générale. Il y a souvent des verbatims, des retours qui nous concernent et sur lesquels on retire énormément d'insights, d'éléments en tout cas pour améliorer ce que l'on fait. Sur l'analyseur, donc sur la partie analyse, on a eu un certain nombre de retours qui étaient de manière générale sur cette impression de perdre son temps lors des réunions, donc ça manquait de valeur, et on n'en a pas eu qu'un retour, c'était vraiment un certain nombre. Donc on se rendait compte quand même qu'il y avait un problème quelque part et quelque chose qui ne fonctionnait pas au sein de tout n'est pas véritable hein, sur les verbatims. L'analyse, en tout cas, nous a montré qu'il y avait trop de meetings, de manière générale, et que les meetings qu'on faisait n'avaient pas suffisamment de valeur. Les designers avaient l'impression, du coup, de perdre leur temps. Il y avait un ressenti aussi d'approche top-down. Les leaders ou les lead design ou les VP, etc., donnent leur vision, et que ce soit sur une design critique ou autre, c'est souvent la vision des leaders qui est apportée à l'équipe, et plus que l'équipe qui va vraiment faire des éléments apportés par l'équipe dans son entièreté. Et au final, ce qui était suffisamment simple à constater, c'est que sur certains des rituels, notamment le design momentum ou le momentum de conception, il y avait moins de participation. Il y avait moins de monde qui venait et on se rendait compte, nous, assez facilement, qu'on était que les 3 design ops, qu'il y avait un problème pour améliorer ça. Donc, on s'est posé avec les designers et les design ops et on a imaginé ce qui devait être nos règles d'or, nos golden rules, pour améliorer ces rituels. Donc déjà, le truc très simple, donner du sens et de la valeur aux réunions, ce qui est assez classique. Si ça peut être fait en asynchrone, il n'y a pas besoin de meeting obligatoire. Donc déjà, essayer de comprendre ce qui fonctionne et ce qui fonctionne en asynchrone et en synchrone. Anticiper davantage, mieux communiquer, partager davantage et prévoir en amont les meetings pour que les personnes qui arrivent dans le meeting savent à quoi s'attendre, ce qu'il va y avoir réellement de présenté. Favoriser l'interaction pour engager, donc davantage d'interaction, que ce ne soit pas uniquement un speaker qui délivre la bonne parole, sans échange derrière et sans interaction avec l'ensemble des personnes qui sont dans le meeting. Faire en sorte que les personnes ressortent avec des takeaways, qu'on ait appris quelque chose, que ça soit sur un aspect réellement formation, des experts qui ont donné une compétence ou une connaissance aux autres personnes, ou avoir appris quelque chose sur les autres équipes. On s'était rendu compte qu'il y avait un certain nombre de silos, des silos à casser, et un manque de connaissance de ce qui se passe dans les autres tribes. Donc on a aussi besoin, lors de ces meetings, de donner davantage d'informations. Amusez-vous, donc have fun. Tu l'as dit tout à l'heure, le design c'est fun, c'est pas... On doit faire en sorte, en tout cas, que nos meetings apportent aussi, que ça réveille l'ensemble de l'équipe, on ne se voit pas tous en même temps, et qu'il y ait un peu aussi de fun dans ces meetings. C'est pas désagréable. Donc, on est parti du momentum de conception et de la conception hebdomadaire, et on est arrivé à montrer et raconter. À ce qu'on a aujourd'hui. Donc, on a un design boost le lundi, on a le show and tell, donc le montrer et raconter, des designs critiques sur différents créneaux, et le baiser cool, le kiss cool. Kiss cool, c'est chiant. Il y a plus de meetings, il y en a certains qui sont en asynchrone, je vais vous présenter après, et critiques de design critiques sont en facultatif. La conception, montrer et dire. Donc, le meeting Design Show and Tell, c'est un meeting qu'on organise toutes les 2 semaines, qui va être un meeting où tous les designers sont invités et dans lequel on va, de la même manière qu'on avait sur le design
je me rappelle plus du nom, du Design Weekly. Il va y avoir les annonces RH, Vision Strat, etc. Mais on va aussi faire des focus réellement projet. C'est généralement des créneaux de 15 minutes sur lesquels on va avoir 3 sujets qui sont annoncés en amont et qui sont... c'est un appel à orateurs, comme on pourrait le faire sur n'importe quelle conf, sur lequel ils s'inscrivent avant, on a un planning et on est en mesure d'annoncer en amont qui va parler et sur quel sujet. Sur ces meetings, donc, on communique en amont suffisamment avant pour annoncer ce qu'il va y avoir, mais on communique aussi après le meeting. On partage l'enregistrement du meeting, on partage tous les documents qui ont été partagés lors du meeting, et généralement, on va annoncer aussi les prochains rendez-vous, dont le baiser cool, donc notre design kiss cool du vendredi, et les prochains show and tell, etc. Pour chercher l'interaction, on travaille nous aussi sur Figma, ce qui est assez classique, mais on utilise aussi beaucoup depuis plusieurs mois FigJam, sur lequel on a construit des templates pour chacun de nos rituels et sur lequel on va suivre une organisation qui est un peu la même à chaque fois. On a vraiment une introduction sur laquelle on va annoncer ce qui va se passer dans le meeting. On a généralement un Kickstarter avec un icebreaker qui va permettre briser la glace. Qui va permettre de vraiment interagir avec tout le monde et ça permet tout simplement de lancer le meeting de manière efficace. On a une manière de mesurer, je vous en parlerai après, et on annonce toujours ce qui se passera sur les prochains meetings. La séance Kiss Cool, on fait ça tous les vendredis et ça c'est un de nos meetings qui a vraiment bien évolué et qui permet aujourd'hui de vraiment engager l'équipe. C'est un meeting qui dure 1 heure à peu près, sur lequel on est parti sur le principe de faire en sorte que ça nous permette d'apprendre, donc vraiment du partage sur ce qui a été vu sur la veille, etc., hebdo, et sur l'apprentissage, donc faire en sorte que des personnes apprennent aux autres. On peut avoir du fun et ça peut être juste discuter ensemble et de réunir l'ensemble des designers dans un instant clé. On fonctionne de la même manière toujours sur FigJam, on a construit aussi un template dédié au Kiss Cool. On annonce systématiquement en amont, mais on prépare aussi sur plusieurs semaines quels vont être les sujets qu'on va évoquer sur ces Kiss Cool. On a eu par exemple un focus récemment sur la nouvelle variable la nouvelle feature la nouvelle fonctionnalité de variable sur Figma. Le déploiement de Discovery Discipline. On a parlé d'accessibilité, de verbal design. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un concours de création assistée par intelligence artificielle. On a parlé de comment faire du design pour des personnes autistes. Et on invite aussi des personnes extérieures à PFIT. Récemment, on a invité le créateur d'une agence sur du design industriel et donc on essaye d'avoir aussi de l'ouverture sur d'autres sujets. Le lundi matin, maintenant on a ce qu'on appelle le Design Boost. C'est tout simplement une newsletter qu'on envoie sur Slack qui va reprendre, on a un Slack aussi, mais on a un Slack avec, je ne sais pas si vous êtes sur Slack, une entreprise avec 1000 personnes, donc on a je ne sais pas combien de channels, mais on est perdu totalement sur Slack. Donc le Design Boost, c'est aussi de mettre en exergue des sujets qui ont été évoqués la semaine dernière sur X ou Slack en dehors du design. Donc allez voir tel sujet, il y a telle sortie côté produit, mais aussi l'occasion de réévoquer des sujets RH, de donner notre programme des prochains rituels et d'engager. Depuis quelques semaines, on demande aussi aux designers de mettre une photo de leur week-end et personnellement, je trouve que c'est quelque chose qui engage énormément et qui permet aussi de partager, donc peu importe ce qu'ils ont fait dans le week-end. Donc ça, c'est une fois toutes les semaines. La conception hors site, c'est le design off-site. On fait une fois tous les 6 mois. C'est l'occasion de se rencontrer tous en même temps, parce que même si on a plusieurs locaux à Paris, à Barcelone, Londres et c'est tout, on a assez peu l'occasion de se réunir vraiment les 35 personnes en même temps. En l'occurrence, c'est demain.
On a 2 jours où on les emmène, c'est enregistré mais ce sera diffusé plus tard parce qu'ils ne savent pas encore où ils vont. Donc c'est quelque chose d'un peu mystérieux pour eux. On leur a fait, je vous mets quelques photos, c'est mes photos de vacances. Donc on organise à différents endroits et en l'occurrence demain, on les emmène à un endroit qu'ils ne connaissent pas et on leur a fait une sorte de plein de jeux depuis un mois. On a vraiment fait monter la sauce sur ça et on leur a fait aussi un petit escape game, il y a plein d'informations dessus qu'ils ont essayé de trouver pour savoir où ils allaient. Ça, on le fait tous les 6 mois et ça permet d'échanger. On a un programme qui est établi sur les 2 jours et sur lequel on va autant faire en sorte d'apprendre des autres d'un point de vue perso, qui tu es, ce que tu as fait avant, etc. Mais aussi travailler réellement. Donc, on a des sujets autour de behaviors, de manière dont on travaille dans l'équipe et s'organiser sur 2 jours. La conception hebdomadaire, donc ce qu'on appelait avant la Design Weekly. Le problème qu'on avait jusqu'à présent, c'est que notre équipe a grossi beaucoup. En 3 ans, on est passé de 3 designers à quasiment 40 designers. Et pour faire des designs critiques à 40, je ne sais pas si vous l'avez déjà essayé, un design review, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui est face à tout le monde. Généralement, il y a une personne qui va commencer à répondre, une deuxième personne, une troisième. Et après, il y a une personne qui prend beaucoup de place, qui répond systématiquement. Ça peut être ce qu'on appelle les hippos, enfin les personnes qui sont les plus chères payées et qui ont, de manière hiérarchique en tout cas, qui ont plus de place. Et c'est un peu ce qu'on constatait, pas systématiquement, mais c'était compliqué en tout cas de s'adresser, d'avoir des retours vraiment pertinents lors de ces points. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé 2 créneaux faciles à prendre sur l'agenda, sur lesquels ils peuvent faire des designs critiques. On l'a limité à 5 personnes, la personne qui va exposer son problème et les 4 autres personnes qui peuvent lui faire des retours. Et c'est 2 fois par semaine. On l'a pour satisfaire tout le monde, autant les extravertis que introvertis. Ça peut être compliqué de parler encore devant 5 personnes. On a créé aussi une manière asynchrone de le faire sur Slack, tout automatisé. Donc ils peuvent faire leurs demandes sur Slack, ça renvoie vers Notion. On a des feedbacks et nous, côté DesignOps, ça nous donne plein d'informations sur un Google Sheet. Romain a fait, qui est là, Romain a fait une sorte de guideline pour suivre ce qui serait, selon nous, une bonne design critique et quelle manière le faire. Et on a fait un petit bonus aussi. Romain a fait un plugin sur Figma sur lequel ils peuvent faire un certain nombre de choses. Ils peuvent gérer un certain nombre de choses sur le design system, mais ils peuvent aussi faire une demande de feedback via ce plugin-là. J'arrive à la fin. On fait de la mesure. C'est quelque chose qui est très important pour nous aujourd'hui en termes de maturité de DesignOps. On a fait beaucoup de choses sur ces 2 dernières années et là on commence réellement à vouloir mesurer, monitorer autant l'impact DesignOps que l'impact côté design, savoir comment améliorer, comment itérer et faire en sorte d'avoir autant des rituels que vraiment de la qualité côté design. Tout ce qu'on lance, que ce soit sur Slack ou autre, on va demander dans un premier temps, sur une phase de bêta, entre guillemets, un retour très rapide. Donc sur Slack, c'est simple d'avoir un formulaire d'évaluation. On envoie tous les sondages par quartier, donc c'est par quarter, par trimestre, pardon. Merci Goulven. Ça permet d'avoir du retour très rapide sur les différentes initiatives, actions qu'on a mises sur le trimestre et d'avoir une mesure aussi, une évaluation de ce que l'on a fait. Ça, c'est un plugin qui a été mis en place sur FigJam qui nous permet de mesurer donc, le ROTI, une note de 1 à 5, sur le rituel qu'il vient d'avoir. Et ça renvoie ces informations, donc c'est un plugin vraiment qui envoie vers Amplitude et sur lequel on est en mesure d'avoir une évaluation au fur et à mesure des différents rituels et voir si on est toujours sur une bonne moyenne ou s'il va falloir l'améliorer au fur et à mesure. On est en mesure aussi d'avoir des feedbacks vraiment qualitatifs et on les saisit systématiquement. Ça c'est en projet de mesurer aussi la participation. Via Zoom, vous pouvez exporter un CSV et vous êtes en mesure d'avoir les participants, le temps passé dans chaque meeting
et de voir en fonction votre participation sur chacun de ces meetings-là. L'objectif à terme, c'est d'avoir, on est en train de le construire, un dashboard DesignOps sur lequel on aura toutes ces saisies, qu'on peut remonter au leadership et qu'on peut avoir nous aussi en termes d'évaluation et de suivi, savoir de quelle manière on peut améliorer les choses. Et on a l'enquête de satisfaction tous les 6 mois qui a souvent des retours autour des rituels sur lesquels on s'inspire également. Mes takeaways, en tout cas ce que vous pouvez garder pour vous, ce qui est important pour nous et ce qu'on a vu dans ce qu'on a fait là, notamment sur les rituels, mais même de manière générale sur toutes les initiatives qu'on fait côté DesignOps, c'est qu'on co-construit autant avec les IC, donc avec les designers, les individual contributors, qu'avec le leadership, donc avec les design directeurs ou autres, et tout le monde n'a pas le temps de le faire, donc ça va être juste de la contribution ou un feedback très rapide, mais c'est très important de le faire, ne serait-ce qu'en termes d'adoption, pour permettre d'avoir vraiment quelque chose qui est adopté systématiquement. Anticiper et communiquer, c'est aussi quelque chose qui nous a permis d'avoir plus de participation, c'est vraiment de savoir systématiquement plusieurs jours, voire plusieurs semaines à l'avance, quels sujets vont être évoqués, bien les préparer et être en mesure de communiquer. Impliquer les équipes, c'est sur les rituels, notre objectif, et là c'est là où on commence à le faire, c'est pas de faciliter systématiquement. Les DesignOps sont pas là pour faciliter tout. On va mettre en place, on veut mesurer, mais on va pas exécuter systématiquement. Et l'objectif, notamment sur les Design Key School, où on a des personnes qui vont donner de l'expertise, c'est qu'ils s'engagent à faire et de l'animation et de la facilitation et exposer un sujet. Là, c'est vraiment en cours, work in progress. Je suis passé directement au 5, vous ne l'avez pas vu. Si. De l'interaction, donc ça, c'est ce qu'on a mis notamment sur FigJam, mais on l'a vu aussi, c'est les retours qu'on a. Plus il y a de l'interaction, moins les personnes s'endorment, parce que je vois que certains baillent là depuis tout à l'heure, parce qu'il n'y a pas d'interaction. Mais sur les meetings, il y a beaucoup plus d'engagement depuis qu'on passe par FigJam et qu'on commence par un icebreaker et qu'on les sollicite davantage. Expérimentateur, donc c'était expérimenté. On part du principe que tout ce qu'on a mis en place n'est pas figé. On peut systématiquement prendre du feedback, comme tu disais tout à l'heure, et de faire en sorte d'itérer, de l'améliorer, et on est toujours sur ce système d'expérimentation. Ça, c'est pour un peu se congratuler. On a quand même, j'ai pas mis tous les verbatims négatifs, mais j'ai mis en principe que les positifs. Il y a quand même une tendance qui a fait que depuis les 6 derniers mois, il y a plus d'engagement, il y a une meilleure participation. De manière générale, on sent que ça a joué en tout cas même sur l'état d'esprit de l'équipe. Et on a encore beaucoup d'améliorations à faire. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure sur Design Critique, mais Design Critique, typiquement, c'est quelque chose qu'on a processisé peut-être de trop. Et du coup, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a besoin de l'améliorer. Donc, on est en train de travailler sur la manière de le faire. Ils font déjà des design critiques dans leur tribe, dans leur squad. Comment on fait pour aussi qu'ils échangent entre designers. Et voilà, c'est fini pour moi. Juste 2 choses, on recrute. Donc, ça, c'est le petit message. On a un système de conception. Donc, c'est un leader design system. Côté design, donc on a une annonce actuellement, et le concepteur de produits senior, donc product designer senior, qu'on recrute actuellement également. Et c'est tout pour moi. Merci Damien. On va passer au moment de questions-réponses. Je t'en prie. Ça marche, mais vous m'entendez. Merci beaucoup pour cette présentation. C'était passionnant. Moi, j'avais l'impression de revivre pas mal de choses que j'ai un peu vécues. Et j'ai une question. Comment, en fait, tu arrives à aller convaincre des sponsors, en tout cas des gens qui sont au-dessus, de poser une équipe dédiée au DesignOps? Alors, merci. Alors Nicolas me l'a posé hier, mais alors moi j'ai beaucoup de chance en fait, parce que je suis arrivé, il y avait déjà une personne qui était avant moi, et la chance qu'on a chez PayFit en tout cas, c'est qu'il y a une personne du design dans le leadership. Donc on a un VP design, et je pense que c'est quelque chose qui change énormément de choses. Le CPO actuel est convaincu de l'apport qu'on a côté DesignOps, et on est 3 aujourd'hui, et j'avoue que c'est très très confort pour nous, 3 pour même pas 40 designers.
Et du coup, malheureusement, je ne peux pas répondre à ta question de manière très convaincante, si ce n'est qu'on est dans une situation où le leadership est déjà convaincu, et c'est les personnes qui ont déjà travaillé avec des design ops dans d'autres entreprises. Aujourd'hui, on a un VP Design qui vient d'une entreprise où il y avait déjà une équipe Design Ops. Le CPO vient des États-Unis, il avait déjà une équipe Design Ops. Et du coup, ils sont là depuis récemment, donc ce n'est pas quelque chose qui est récent sur l'apport du Design Ops, mais il y a aussi une question de communication. Tout ce qu'on mesure derrière, là, on le communique et on échange beaucoup avec le leadership et avec l'exco en leur montrant l'impact que l'on a. On l'a fait pas plus tard que la semaine dernière. Et c'est important de communiquer dans tous les cas, de montrer que les initiatives que vous avez ont de l'impact. Et c'est toujours un peu la manière de faire. Aujourd'hui, on est sur de la mesure autant quali que quanti. Et il y a des choses qui ne marchent pas. Et là aussi, on le communique et on montre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et en complément, quels sont les KPI entre guillemets que vous remontez en fait? Aujourd'hui, là, typiquement sur les rituels, ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est de la participation déjà. Il y a une question d'engagement, on mesure aussi l'engagement, de quelle manière ils participent davantage. Sur les design systems, on va mesurer l'adoption. On a différents KPI mais je te dirais que c'est aussi quelque chose qui est in progress. On est en train de voir ce qui fonctionne le mieux. Mais c'est vraiment des sujets actuels là aujourd'hui. Une question ? Comment vous mesurez l'engagement ? On a une formule magique. Mais réellement parce que l'engagement est mesuré sur un outil qui s'appelle Culture Amp, qui est l'enquête de satisfaction qu'on fait tous les 6 mois. Et l'engagement, il y a tout un tas de questions auxquelles ils vont répondre. Donc c'est un engagement pas uniquement sur le design. Et nous, en termes d'engagement, déjà, on va mesurer quand on a des personnes qui vont proposer des sujets sur les rituels, si on reste sur les rituels, si on n'est pas à ramer systématiquement pour essayer d'engager. Et typiquement, aujourd'hui, sur le rituel le show and tell, on est encore sur essayer d'aller chercher les sujets, etc. Mais ça s'améliore. Et aujourd'hui, on cherche surtout du sponsor, en fait, côté design leadership, faire en sorte que les design directeurs s'engagent également davantage pour communiquer auprès de leurs équipes et indiquer quel apport ça a pour l'ensemble de l'équipe. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Salut, alors moi j'ai une question. Alors c'est marrant parce que également on a retrouvé des problèmes communs et donc des solutions qui étaient très proches. Nous, parmi les solutions qu'on a mis en place, tout à l'heure tu as montré le calendrier, on voit le temps d'investissement dans les réunions des différents designers. Mais il y a d'autres réunions auxquelles ils participent et dans lesquelles, s'il n'y a pas d'objectif ou de clarté dans la réunion, ils le subissent. Et donc, le lien qu'on a fait, nous, j'étais chez France Télévisions, c'était de coordonner bien la relation entre l'avancement des design ops et des product ops. Est-ce que c'est le cas aussi chez vous ? Oui. Alors, on travaille chez PFIT, il y a des ops dans quasiment toutes les équipes. On n'a pas de DevOps, mais on a des Product Ops, etc. On travaille beaucoup avec les Product Ops, assez peu avec les autres équipes. Et en l'occurrence, sur les rituels aujourd'hui, c'est un des objectifs qu'on a sur le prochain quarter, sur le prochain trimestre, de travailler au-delà de notre chapter design et de faire en sorte notamment de mesurer le volume entre les meetings et le travail réel des designers. Et je te dirais que c'est... Là aussi, on est en termes de maturité, on n'en est pas là encore, et c'est l'un des objectifs sur le prochain semestre. Et je ne sais pas s'il y a une relation directe avec ce qu'on vient de faire. En tout cas, il y en aura une sûrement à terme, tout simplement parce qu'on va éviter qu'ils soient en meeting toutes les semaines et que ça n'apporte pas de valeur. Mais là, on lutte avec d'autres armes, parce qu'on n'a pas le même public, on est avec des PM, on est avec des ingénieurs. On mettait tout à l'heure les stand-up meetings. Typiquement, c'est des trucs qui peuvent s'éterniser, sur lesquels le designer est en retrait et il pense que ça ne lui sert à rien d'être là tous les jours pour faire un stand-up meeting. Donc ça arrive, on va travailler dessus. Ce sera la dernière question, vas-y. Concernant les rôtis, je trouve ça hyper efficace pour mesurer l'engagement justement et puis le temps utile. Le plugin dont vous avez parlé, c'est un plugin qui existe ou c'est vous qui l'avez fait ? C'est Romain qui l'a fait. C'est Romain qui l'a fait. Romain, il fait tout. Romain, en fait. Alors, c'est un plugin qui est en interne pour le moment. Il n'y a pas de vocation obligatoirement à le partager, mais
On verra de quelle manière. Mais pour le coup, oui, on l'a mis en place il n'y a pas si longtemps que ça. Et on se rendait compte, on avait mis déjà le tableau sur FigJam et on se disait, mais on le perd systématiquement à chaque fois. Oui, on voit qu'il y a une note, mais on n'arrive pas à voir une évolution. Le passer sur amplitude, ça nous permet aujourd'hui de savoir s'il y a une évolution au fur et à mesure. Et oui, combien tu l'achèterais? Non, mais je trouve ça vraiment hyper intéressant parce qu'effectivement, les rotis, c'est des trucs qui sont jamais industrialisés. Et en plus de ça, pour montrer justement aux stakeholders, etc., d'avoir des courbes, des graphiques, etc., ils aiment bien ça. Et ça, je pense que c'est vraiment très efficace. Donc, bravo pour ça. Ce que je disais tout à l'heure, c'est en termes de maturité aujourd'hui, nous, on est vraiment sur la mesure et de montrer systématiquement l'impact qu'on a côté DesignOps. Le but, c'est que je garde mon équipe à 3. Nous, on est on est vraiment confort, je dirais. Et maintenant, c'est de faire en sorte que ce soit évident que, et même pour nous, en fait, on a besoin d'impact dans tout ce qu'on réalise. On se rend compte que quand on voit que ça change les choses et qu'on va vers du mieux, c'est gratifiant aussi pour nous. Je pense qu'on a besoin tous de se rassurer nous-mêmes aussi. Ouais, c'est ça, tout à fait. Merci beaucoup. Je t'en prie. C'est super, merci, c'était très intéressant. On va passer au dernier talk. Et après, je vous propose que l'on continue la discussion un peu plus loin avec des bières dans les mains. En tout cas, avec... Le temps que tu mettes en place, je vais faire un petit arrêt technique. Ouais, vas-y, je t'en prie. Et donc, hop, on va passer à la suite. Oui, en attendant. J'ai une petite question par rapport au rituel. Oui. Pour un designer, tu dirais que ça représente combien de pourcents de son temps sur les rituel, le rituel DesignOps près, sur son temps, nous, en gros, il y a 1h15, 1h 3 quarts sur toute sa semaine, sur 35 heures. 1h 3 quarts. Ouais. Ok, merci. Et les designs critiques, c'est là où on doit améliorer, mais c'est quelque chose qui est facultatif, pour l'instant en tout cas, et sur lequel tout l'ensemble de l'équipe n'est pas engagé, et c'est 30 minutes. Donc, après, là, c'est ce que disait, je ne me rappelle plus ton prénom, mais aujourd'hui, on va devoir faire en sorte que ça soit équilibré aussi sur tout son agenda de la semaine, et faire en sorte qu'il ne passe pas du temps en meeting sur le reste qu'on a optimisé, quoi. Okay, merci beaucoup. On attend Léo, et on y va. La proportion entre le nombre de design ops et le nombre de designers, de product designers. On est 1 pour 1 pour 10, 1 pour 13, pardon. 1 pour 13. Merci pour le... 1 pour 13, et côté Product Ops, ils sont 5 aujourd'hui, pour l'ensemble de l'équipe produit. Oui. Je suis assis, normalement, je ne peux plus répondre. Hein. Non, je suis assis. Normalement, c'est bon. Je te remets la souris au bon endroit et puis tu peux y aller. Léo, c'est parti. Also, moin, wie geht's? Alles gut? Okay, es ist super geil hier zu sein. Ich bin Leo, ich arbeite für Aviv und ich bin hier zu die Übersetzungsprozess präsentieren, ok? Ok. Non. Ok, donc voilà exactement ce dont on va parler. On va parler de process de traduction. On va parler de comprendre pourquoi en fait la qualité du contenu qu'on doit partager aux utilisateurs finaux, donc vous ici, est importante parce qu'en fait j'ai bien parlé allemand, mais est-ce que j'ai vraiment pas fait de faute? On ne sait pas trop. Donc je suis Léo Fuster, je suis designer chez Aviv, j'ai aussi cofondé la Confiture Games si vous y avez participé en novembre dernier. Et merci. Et donc du coup, en fait, aujourd'hui, je vais vous partager un sujet qui est assez particulier, qui est qui peut être un peu technique, qui est les process de traduction. Pourquoi? Parce qu'en fait, chez Aviv Group, on est une entreprise multiculturelle. On est une entreprise dont on est à peu près 80 designers, une centaine de PMPO et on va dire 600 tech. Donc Product and Tech au global, on doit être 1000. Et en fait, on est répartis au sein de l'Europe parce que en fait, le groupe appartient à Axel Springer. Axel Springer, qui est une entreprise allemande, qui a aussi des groupes médias comme Rolling Stone Magazine, que vous connaissez peut-être, mais en fait, on va se focaliser sur Aviv Group. Chez Aviv Group, on travaille tous ensemble en anglais. Il y a des marques que vous connaissez certainement, qui sont Groupe Se Loger, Meilleur Agent. Il y en a que vous connaissez certainement moins, ImoWeb, ImoWelt, Housel en Espagne, et il y a Yatou en Israël, qu'on ne voit pas très bien.
Et donc du coup, ce qui fait qu'en fait, on a des équipes multiculturelles qui travaillent ensemble parce que historiquement, on était chacun dans son pays. On était, je suis arrivé, je travaillais pour Groupe Se Loger, je travaillais en local. On a commencé à monter les équipes en local. Et en fait, on a commencé à se découper pour aller vers une mutualisation de l'ensemble des équipes côté Aviv en 3 grands personas qui sont en fait nos personas utilisateurs. Donc l'ensemble de Product and Tech est découpé comme ça. Il y a des équipes PM, donc PM, Designer et Tech qui travaillent pour les utilisateurs seekers, qui sont en fait les personnes qui recherchent un bien immobilier à l'acheter ou à louer. Les owners, qui sont techniquement les propriétaires, qui cherchent à faire louer ou à vendre, et les intermédiaires, qui sont les agences. Dans tout ça, l'ambition de chez Aviv, c'est d'être en gros le Facebook de l'immobilier, c'est-à-dire en fait la plateforme dans laquelle de A à Z, vous allez vivre votre expérience de l'immobilier. Mais pour faire ça, il ne faut pas seulement des acteurs et une organisation autour des acteurs, il faut aussi des équipes qui soient drivées pour pouvoir amener des choses intéressantes à l'ensemble des équipes qui produisent réellement la valeur pour les utilisateurs. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce qu'en fait, on va pas tuer les marques chez Aviv. C'est pas parce qu'on est devenu européen qu'on est le groupe Aviv que Groupe Se Loger ou Meilleur Agent va être tué. On va créer des marques blanches sur lesquelles en fait on centralise réellement en fait les centres d'excellence et se focaliser sur comment centraliser les efforts. On va centraliser les efforts pour pouvoir créer ensemble une seule plateforme qui techniquement desservira l'ensemble des marques. Ce qui fait que ça nous a apporté pas mal de besoins en termes de langage, parce que si vous avez bien compris, on a des équipes qui sont multiculturelles, donc en même temps on a des Allemands, des Belges, des Espagnols et des Français dans les mêmes équipes qui travaillent pour le même produit ou pour différents produits. Comment est-ce que ça se passe en termes des besoins? En fait, on a plusieurs besoins qui ont émané. Déjà, le plus gros besoin, c'était de pouvoir mettre à disposition un espace de traduction pour tous. Ce qui veut dire en fait avoir un espèce de glossaire qui centralise ou qui sépare en fonction des différents tone of voice, en fonction aussi des différences culturelles, parce qu'on ne se rend pas bien compte, mais en fait quand je dis 90, ici il n'y a pas grand monde qui va réagir. Ou même entre l'Allemagne et l'Autriche, c'est exactement les mêmes typologies de problématiques. Aussi, et le dernier aspect, c'était de pouvoir mettre tout ça à disposition de manière dynamique et industrialisée. En fait, ce dont on va parler là, ce n'est pas seulement de la traduction, c'est aussi un espèce de design système de mise à disposition du contenu. Pourquoi et comment est-ce que ça se passe dans le concret? C'est que, on va prendre un exemple très, très simple, je ne sais pas si vous voyez un petit drapeau français ici. Une équipe qui est pluriculturelle, donc avec un PM, on va dire anglais, parce qu'on a aussi des personnes en Angleterre, j'en ai pas parlé, mais on a des personnes en Angleterre, un designer français et un tech espagnol. Mais en fait, quand il doit à la fin produire quelque chose pour Immowelt dont personne ne parle la langue, il faut qu'il passe par tout ça. Jusqu'à aujourd'hui, tant qu'on n'avait pas de process de traduction, il fallait qu'il passe par tout ça. C'est-à-dire qu'il envoyait à Google ou à ChatGPT en disant « Écoute, s'il te plaît, tu peux pas me traduire un peu ça ?» Il récupérait quelque chose qui n'était pas vraiment consistant, qui n'avait pas de tone of voice et qui n'était pas concret pour la marque. Et en plus de ça, il appelait ses copains allemands et il lui disait c'est laquelle la meilleure version, s'il te plaît, c'est la A, la B, la C ou la D. Petite anecdote, c'est vraiment une personne politique qui appelle Angela Merkel sur qui veut gagner des millions en Allemagne. Ouais. Juste petite anecdote. Et donc du coup, je vais rentrer un peu plus dans le détail en passant un peu tous les aspects ultra techniques de comment est-ce qu'on est organisé à l'intérieur des plateformes, etc. Mais vous allez quand même comprendre plusieurs choses et il faut qu'on parle la même langue quand je vous en parle. Donc la localisation, je vais parler de plusieurs choses. J'ai parlé de traduction jusqu'ici et aussi de localisation. La différence, la traduction, vous voyez très bien ce que c'est, mais la localisation, en fait, c'est le fait de prendre l'ensemble d'un produit et de se dire, je vais venir le traduire complètement ou le mettre à disposition pour qu'il soit traduit dans différentes langues. Et donc, il y a plusieurs plateformes qui permettent de faire ça aujourd'hui, des plateformes techniques. Localize, SmartLink ou Phrase sont celles qui sont les plus connues aujourd'hui. Et techniquement, on va parler à l'intérieur de le contenu, ça va être ce qu'on appelle des strings. Ne me demandez pas pourquoi, en fait, c'est les éléments, c'est les paragraphes, les mots ou les morceaux de phrases qui vont être voués à être traduits. Je vais vous donner un exemple juste après. C'est après, pour que ce soit viable réellement sur l'industrialisation, c'est transformé en key, les clés.
ce sont en fait des cartes d'identité, l'identification de chaque string. Et donc du coup, ça référence un élément de traduction pour qu'il soit mis à disposition et qu'il soit retraduit derrière en français, en allemand, en anglais, etc. Et le troisième élément, qui est important en fait pour pouvoir faire ça, c'est qu'il faut qu'on ait une convention de nommage. Je ne vous parle pas des conventions de nommage, on en a parlé tout à l'heure avec Léa, en fait c'est toujours un bordel monstre, mais ça ressemble à peu près à ça. Quand on a besoin de traduire une phrase dans un process de localisation ou dans un élément d'industrialisation, enfin une méthode d'industrialisation du contenu, c'est que prenons par exemple cette jolie phrase qui est mise à jour il y a 8 heures. Quand on quand on la transforme en une clé réellement pour qu'elle soit industrialisée pour les tech, pour les engineers, ça va nous donner en fait une clé. C'est un exemple comme ça. Vous allez avoir chez nous, en gros, c'est la marque. Ça peut être aussi Aviv Common si jamais ça va être réutilisé pour l'ensemble des marques Aviv. L'endroit où va se situer l'élément et puis le nom de l'élément. Et donc c'est comme ça que quand on va demander à une agence de traduction, par exemple, quand on va pousser cette clé sur Localize, je vais en parler tout à l'heure, nous on est sur Localize, en fait derrière on va récupérer le mise à jour il y a 8 heures par Updated 8 hours ago. Et donc du coup, chez Aviv, comment est-ce qu'on s'est techniquement organisé en termes de quel département fait quoi pour pouvoir gérer cette traduction? C'est qu'en fait on n'a pas d'équipe de localisation, on n'a pas d'équipe de traduction, ce qui est un peu étrange quand on est une entreprise multiculturelle, mais c'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, on avait 4 à 5 entreprises qui se sont d'un coup mergées et qu'il a fallu dire c'est une des priorités, on refile le bébé à quelqu'un. J'ai gentiment dit moi ça m'intéresse pour mes designers et vous allez voir pourquoi après c'est problématique. On a les UX-writers qui sont en charge du contenu parce qu'on croit dur comme fer que le contenu, en fait si on a des UX-writers, il est à la charge de l'UX-writer. On a les process, en gros si l'UX-writer il est dans les équipes design, pourquoi est-ce que les process ce serait pas le design ops? Bonjour. Et après, on a la plateforme Localize qui, en fait, avait déjà été testée en Belgique par les équipes d'ImoWeb. Et en fait, on a une équipe accessibilité qui a un super tech, qui est super performant, qui s'appelle Michael Hermé. Et il s'est retrouvé attribué, par magie, l'outil Localize. Et en fait, c'est lui qui met en place l'outil Localize pour l'ensemble de l'entreprise. À la base, moi, je voulais juste mettre en place de la traduction pour 80 designers. Et aujourd'hui, réellement, dans le concret, je le fais pour, on est 1000, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est à peu près 1000 sur Product and Tech. Donc, dans tout ça, il a fallu qu'on fasse appel à une agence de traduction pour pouvoir maîtriser la qualité du contenu, puisque, vous avez bien compris, personne dans l'entreprise n'était capable d'avoir ce sujet-là. Et en plus de ça, c'était un espèce de prérequis qu'on n'allait pas recruter des traducteurs pour le job. Donc, en fait, on a fait l'assessment de savoir si ça coûtait plus cher de prendre des recruteurs ou pas. Et en fait, c'était moins cher de prendre une agence de traduction, puisque aujourd'hui, une agence de traduction, c'est à peu près entre 10 et 20 centimes le mot par traduction. Donc en fait, ça coûte beaucoup moins cher que d'avoir quelqu'un à temps plein. On a le contenu qui est chez Aviv. On envoie le contenu sur une plateforme qui s'appelle Localize. Donc une fois qu'on a fait les clés, etc., on les pousse. Et l'agence de traduction va récupérer tout ça pour pouvoir nous repousser par derrière toutes ces traductions. Ça nous a posé quelques soucis sur la roadmap, parce qu'en soi, cette roadmap est juste une petite capture de la grande roadmap qui, en soi, je pense, a duré... on doit être à 8-9 mois de roadmap pour la mise en place d'un process de traduction. Pourquoi? Puisque, je reviens juste 2 secondes ici, on a une agence de traduction qui est externe, qui va traduire du contenu. On a Localize, qui est un outil tierce qui va récupérer l'ensemble de la donnée qui potentiellement est sensible à être traduite. Et donc du coup, il y a la sécurité qui a mis le nez dedans en disant vous êtes bien gentil, mais comment est-ce que ça se passe? Il nous faut des clauses dans tous les sens, etc. On ne va pas donner toutes nos API pour que tout soit lié facilement. On a le procurement qui nous a dit mais combien est-ce que ça coûte et qui va valider et le budget il est à qui, puisqu'en fait si je vous le rappelle bien ici, en fait il est où le budget, qui gère le budget dans ces équipes-là? Il n'y a personne qui est tout en haut. Donc c'était assez problématique. Donc en fait il a d'abord fallu gérer toute cette première partie de défrichage de problèmes internes pour pouvoir commencer à se dire ok, on commence à définir une convention de nommage. Donc là, les devs et la tech sont encore dessus, puisque, j'y reviendrai après,
l'introduction de l'outil à le designer quand on a fait le choix de l'outil une fois qu'il a été validé, trouver une agence de traduction une fois qu'on a dit que l'agence de traduction c'était OK, et après, du coup, c'est mettre bout en bout un process qui est logique et simple, s'il vous plaît, pour l'ensemble des designers. On est aujourd'hui dans la phase de test, je vais vous l'expliquer tout de suite après, mais là, pour l'instant, les grandes phases du process de traduction qui simplifie un peu l'ensemble, c'est aujourd'hui, on prépare le contenu, enfin, les designers et les product managers vont préparer le contenu. Après, on va valider l'offre qui est faite par l'agence de traduction. Donc, en fait, c'est basiquement un devis. Et une fois que ça s'est fait et validé, l'agence de traduction va travailler et après, on va récupérer les traductions sur la plateforme pour pouvoir les mettre sur Figma ou sur le dev. Je vais passer un peu de temps là-dessus pour vous expliquer comment est-ce que ça se passe vraiment dans le concret. Tout ce qui va être en gras, c'est ce qui nous a apporté le plus de problèmes en soi. La première partie, préparer le contenu, il faut savoir que la chance qu'on a eue, mais qui est aussi une problématique, c'est que l'outil qu'on a choisi, Localize, est lié directement au développement, au dev, au code avec les API, mais il est aussi lié à Figma, parce qu'il y a un plugin qui nous permet en fait de faire les allers-retours entre le contenu qui est sur la plateforme et pouvoir le récupérer. Sauf que la création des clés est revenue à la charge du designer, puisque la localisation et le contenu est revenu à la charge du designer. Vous avez vu à quoi ressemblaient les clés ? En soi, une page entière d'un site, il y a à peu près 200-300 clés. Et donc, un designer qui doit uploader du contenu, il se dit, mais comment est-ce que je fais ? Quelle clé ? Enfin, c'est sympa, mais il passe en moyenne 30 à 60 secondes à poser une clé. Quand il y en a 200, il perd énormément de temps. C'est pas son job, en fait. Et c'est le job de qui ? C'est une vraie question qu'on est en train d'essayer de défricher. Et on a une brique de réponse que je vais vous partager après. Il va créer une tâche sur l'outil de localisation, il va assigner cette tâche à l'agence de traduction, et puis il va... qu'est-ce que j'ai mis ? Attach translation detail form to... Ah oui, on a des détails pour toute la partie... j'ai perdu le mot. Brand UX Writing, donc en gros toute la partie... mince, j'ai complètement perdu le mot. La définition de la brand en termes d'UX, en termes d'UX Writing, c'est du tone of voice. Merci beaucoup. Et donc du coup, après ça, il y a toute la partie validation de la quote, sauf que pour faire valider la quote, aujourd'hui c'est toujours à responsabilité du design, donc il a fallu choper un design manager. Et donc aujourd'hui, les design managers ont autre chose à faire que valider grosso modo des factures de 14 à 25 € à chaque traduction. Et il peut y en avoir plusieurs qui tombent. Donc en gros, trouver la bande passante pour tout ça, ça peut être problématique. On a un gros problème sur ce process-là, mais on n'a pas pu sortir de ça puisqu'on n'a pas de budget. Donc pour l'instant, on va à flot, on regarde l'horizon et on se dit, on verra à la fin de l'année combien on a dépensé pour se dire, à l'agence de traduction, on vous donnera un budget et on ne regardera plus ce qu'on dépense. Et la troisième étape, récupérer les traductions, c'est qu'on est toujours en phase de test sur cette partie-là. C'est que l'agence de traduction délivre le contenu sur Localize, elle vérifie la traduction avec un UX-Writer et la team. On vérifie la traduction avec un UX-Writer et la team pour voir si ça a quand même du sens par rapport au type de tone of voice qu'on veut, etc. Puisqu'on a aujourd'hui 3 UX-Writers, un allemand, un anglais et un français. Donc ça nous permet en fait de scoper la quasi-totalité des use cases. Et on récupère après le contenu qui peut être appliqué directement sur les maquettes Figma pour qu'on puisse avoir des prototypes de haute fidélité ou directement sur le dev pour que ce soit le vrai contenu qui soit travaillé. Et donc dans tout ce process bien compliqué, les meilleures réactions, ça a été vous êtes bien sympa, mais 8 mois c'est un peu long et on vient juste de commencer. En fait, mais on est juste en train de commencer, c'est pas fini les gars, on est juste en phase de test. Pourquoi ? Parce que on est vraiment seulement en train de découvrir comment est-ce que ça se passe. Ça a été tellement long de le mettre en place, tout le monde l'a attendu, c'est un des sujets les plus urgents de la boîte, mais on n'est pas capable d'être plus rapide là-dessus. La dichotomie du process, genre non mais c'est pas possible, ce process il est beaucoup trop long, on va devoir parler au manager, on va devoir mettre des guidelines de tone of voice, on va devoir... Ah mais en fait quand je le fais c'est plutôt sympa. Voilà. Et la troisième c'est, s'il vous plaît, c'est ultra urgent, vraiment ultra urgent, mais par contre, j'ai pas de temps pour tester. Donc en fait, ce qui s'est passé dans le concret, c'est que même si on avait une phase de test prévue dans la roadmap,
À chaque fois qu'on a demandé au manager quelle équipe était là pour tester, ils nous ont donné des équipes, mais elles n'avaient jamais le temps de le faire. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a roll out. On a publié le process et on a dit maintenant, on va le faire avec vous au fur et à mesure et on va voir comment ça se passe. Et voilà comment ça se passe. Aujourd'hui, je suis pompier. Je suis pompier entre des gens qui n'ont pas accès à Localize parce qu'on n'a pas encore délivré toutes les licences. Je suis pompier avec les designers qui trouvent ça trop compliqué. J'en ai eu encore une tout à l'heure qui m'a dit qu'elle avait du mal à comprendre comment est-ce que tout allait se passer, comment faire les clés, est-ce que les clés étaient bonnes, est-ce qu'il doit parler à la tech ou pas. Il y a encore pas mal de problématiques alors qu'on a tout documenté. Je ne vous ai pas montré, mais on a tout documenté sur un Confluence. Et donc, du coup, ça nous a amené à plusieurs réalisations, pour parler franglais. Et donc, la première, c'est qu'en fait, on a fait une première erreur, c'était qu'on voulait mettre sur un piédestal le fait qu'on voulait beaucoup de contenu et que le content designer produce better copy. Donc, on a une vraie qualité de délivrabilité de contenu, ce qui fait qu'on a eu des product designers pas très contents. Et en fait, la balance entre la responsabilité de qui doit avoir ce sujet est assez compliquée à tacler dans notre entreprise en tout cas. La question que ça a soulevée, je viens de vous la dire, parce qu'en fait, c'est un verbatim que j'entends quasi à chaque fois que j'ai un meeting sur le sujet. Et en fait, pourquoi aussi? Parce que tout à l'heure, je vous ai partagé une phrase qui est géniale, mais celle-là, ça va vraiment vous permettre de comprendre pourquoi est-ce une brique de réponse à qui devrait revenir cette responsabilité, c'est que la phrase « mis à jour il y a 1 heure », en termes de clé pour un designer, il prend son calque et il dit « voilà, je crée une clé et je la pousse, le dev va la récupérer et va l'implémenter ». Sauf que pour un développeur, c'est « mis à jour il y a » qui est un texte dur, 1 qui peut être une variable, puisque ça peut changer entre 1, 8 et 3, heure qui peut être au singulier ou au pluriel, et qui peut se transformer aussi en jour, qui est une autre variable. Et donc du coup, on se dit, mais les clés qu'on vient de créer, on a passé à peu près 3 heures à créer des clés, est-ce que ce sont les bonnes? Qui va devoir repasser derrière pour tout valider? Et donc ça nous pose vraiment cette question du sujet. D'autant plus que quand on passe en anglais, ça nous met le « updated 3 hours ago », la phrase en dur est divisée en 2, et je ne vous parle pas de l'allemand. Voilà. Par rapport au next step, en gros, c'est continuer la discussion avec les techs pour vraiment défricher et essayer de trouver cette histoire de responsabilité. Assess le switch entre le design et la tech et évangéliser le besoin d'avoir une vraie équipe qui gère le sujet. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pris, et donc je ne suis pas le seul, vous avez bien compris, il y a la partie UX Writing et la partie de Michael Hermé qui gère le sujet. Mais en fait, on se retrouve à gérer ça 40 à 50% de notre temps sur des sujets design ops. On est 3 design ops pour 80 personnes, mais là, aujourd'hui, je suis localization expert pour 1000 personnes. Et donc, ce n'est pas trop le but du sujet. Voilà. Thank you very much. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez quelques questions? Oui, yes. Je t'en prie. Merci beaucoup pour le retour. Comment ça marche? Ça marche pas? Oui, ça marche. Ça marche. Ça marche, mais pour je suis content d'avoir une marque que francophone, du coup. Je me posais la question, dans le processus, pourquoi vous réintégrez absolument les textes finaux dans Figma? Est-ce que c'est pour faire des tests quali ou est-ce que c'est pour avoir un Figma à jour? Parce qu'au bout du compte, les traductions, elles sont dans la prod. Alors, on a plusieurs problématiques. Il y a le test final. Alors, on demande à ce que le sujet de la localisation soit utilisé seulement pour le delivery. Donc si c'est pour les tests, c'est pour des A/B tests et pas pour des user tests. Je fais vraiment le distinguo parce que c'est important de le savoir. Ils ont le droit d'utiliser ChatGPT pour le reste. En fait, il y a ce sujet-là et il y a aussi le sujet de... quand on parle pas allemand, on ne se rend pas compte de la taille de l'écran et de ce que ça va prendre à l'écran, des règles de cas minimum, cas maximum qu'il faut utiliser. Et en fait, ça nous permet en fait, d'avoir une vraie réalisation. Il y a dans des outils comme Localize une manière de pouvoir prévoir je sais pas comment dire, une indentation de pourcentage de lorem ipsum pour dire bah voilà, l'allemand va prendre à peu près 30% en plus de taille, mais c'est pas assez précis pour qu'on puisse réellement se rendre compte
des cas minimum, cas maximum. Ça arrive souvent dans les drop-downs, ça arrive souvent dans les cas de listing et les filtres, voilà, par exemple. Je t'en prie. Merci beaucoup. Je trouve ça hyper courageux, et je te reconnais un peu là, de proposer un sujet aussi frais en fait. Et j'avais justement une question, est-ce que c'était exagéré ou pas quand tu disais il y avait personne qui voulait prendre le lead, du coup je l'ai pris. Si c'est vraiment comme ça que c'est passé, est-ce que tu as assez de recul pour te dire ok c'était une bonne idée ou ok c'était une mauvaise idée? Alors j'ai du recul pour me dire que c'était pas une bonne idée. Voilà, on va parler concret, c'était pas spécialement une bonne idée. J'ai été un peu acculé parce que en soi, les designers avaient besoin de traduction, c'était un besoin super urgent. Comme je l'expliquais, on considère que le contenu, en tout cas chez Aviv, est à la charge du UX Writer qui est dans les équipes de designers. Et donc du coup, le Design Ops revient. Et donc j'ai dit, je vais commencer à me poser la question pour les 80 designers. Sauf qu'en fait, une chose qu'on ne se rend pas compte, c'est quand on se dit, je vais mettre en place une agence de traduction, c'est OK. On dit, on va avoir un petit process sympa entre les designers mais le product manager veut mettre son nez dedans. On met en place un outil qui s'appelle Localize qui est aussi géré par les développeurs et c'est là où en fait ça devient le merdier. Et c'est à ce moment-là, vous voyez le gif où and this is when he knew he fucked up. Mais dans l'idée, c'est vraiment à ce moment-là que je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ce que je voulais et qu'en fait on était quand même obligé d'y aller. On était quand même obligé d'aller au front. Je suis encore obligé de travailler dans des meetings de développeurs où je ne comprends quasi rien à ce qui se passe. Mais au moins, je regarde les minutes of meeting, les comptes rendus, pour pouvoir récupérer en fait les points principaux, voir comment est-ce qu'on peut travailler avec eux et avancer. Ça répond à ta question? Oui. Bon courage. Merci. Le piège, c'est que Vocalize est un plugin Figma, en fait. C'est ça le piège. Ouais. Sinon, vous auriez été tranquille. Exactement. C'est exactement ça. Merci beaucoup, c'était hyper intéressant. J'ai une question par rapport aussi à la migration, le fait qu'il y ait maintenant cette nouvelle intégration avec Localize pour gérer toutes les traductions. J'imagine qu'avant, notamment côté technique, tout n'était pas écrit en dur. Comment cette transition-là aussi est gérée, ou est-ce que c'est vraiment un départ à blanc, quoi? Alors, tu peux répéter la question, s'il te plaît, parce qu'il y a une notion que je n'ai pas comprise. Là, vous avez intégré Localize pour gérer toutes les traductions. Ouais. Avant, il y avait bien des textes qui étaient écrits dans l'interface d'une certaine manière. Ce remplacement de tout ce qui est déjà existant, de potentiellement une ancienne techno, c'est quoi la... Alors, la legacy, pour l'instant, on s'en occupe pas. On va parler c'est drôle, c'est le dernier meeting que j'ai eu avec les devs, et il y a quelqu'un qui a posé la question, et on a dit, la legacy, on ne s'en occupe pas. Donc, tous les projets marque blanche, ce qu'ils appellent white label, c'est tous les projets nouveaux chez Aviv. Et donc, du coup, on commence par ces projets-là, qui sont vraiment des projets qui concernent l'ensemble de la mise à disposition des langues et des marques. Les anciens, pour l'instant, ils ne se posent pas trop la question. Ils verront plus tard comment est-ce qu'ils rétro-engineer le sujet pour récupérer la donnée. On a un gros sujet avec le SEO aussi, dont je n'ai pas du tout parlé. Voilà. Merci. Une question, du coup, est-ce qu'il y a des gens de produits, PO ou PM, qui sont impliqués? Et ce serait pas plus simple aussi que, peut-être que, pas plus simple, mais en tout cas qu'il y a un support qui est un project manager ou un product manager qui fait vraiment ça. Oui. J'ai bien compris. Ce serait potentiellement plus simple. Il y a un élément dont je n'ai pas parlé parce que c'est pas lambda en soi, mais on a 20, pour l'ensemble des 1000 personnes, on a 20 licences Localize. Donc il n'y a pas tout le monde qui a le droit de pouvoir populer sur l'outil. Et si on commence à intégrer des project managers ou product managers pour pouvoir driver le sujet, il faut qu'ils aient accès. Moi pour le coup, je ne vous ai pas mis de capture d'écran. Pourquoi? Parce que je n'ai pas accès à l'outil, vraiment littéralement, pour pouvoir laisser la place à d'autres. Et donc du coup, c'est un choix qu'on a fait, pas de ne pas les intégrer. Ils suivent le sujet parce que c'est les designers qui font les demandes et qui font les demandes avec eux, mais ils passent par les designers pour pouvoir faire leurs demandes. D'autres questions? Allez, je t'en prie. Une question. Tout ce que tu nous as présenté, on est d'accord que c'est adapté à des parcours clients, entre guillemets, relativement, qui évoluent évidemment au fur et à mesure, mais
un site qui a beaucoup de contenu avec un CMS, il y a des tas de contenus publiés tous les jours, on est d'accord que c'est pas adapté du coup, parce qu'on ne peut pas à chaque article créer des clés dans tous les sens. Non, exactement. Et alors pour la partie blog, donc ce que j'ai appelé la partie blog, enfin des contenus dynamiques, c'est un grand questionnement en fait, parce que pour l'instant, par exemple, tout ce qui est page de liste, c'est considéré pour nous comme des exceptions parce qu'il y a toujours du contenu qui est dynamique, les annonces elles changent, même les timings. J'ai fait exprès de prendre un sujet assez compliqué qui était la mise à jour. Et en fait, pour des questions, un site qui va souvent mettre des nouveaux articles en ligne, etc., je pense qu'il gère de manière différente avec des vrais traducteurs en interne. Je pense que c'est vraiment un sujet qui est pris beaucoup plus, pas à cœur, mais en complexité en interne. Une dernière question et puis on va passer à la suite qui nous intéresse. Ouais, toujours ? Plein de questions. Vas-y. Ah, ça va être compliqué. Bonne chance. Pourquoi vous n'avez pas pris la décision de prendre des externes sur un sujet aussi primordial et avec aussi peu de temps consacré visiblement ? Sécurité, confidentialité et en gros c'est principalement le sujet. Merci beaucoup Léo. Avec plaisir. C'est top. Et juste avant de se quitter, hop, ce que j'aurais bien voulu, c'est que peut-être qu'avant de se séparer, c'est de vous parler déjà qu'on aura prochainement un meet-up en septembre, le 26 septembre, merci. 26 septembre, un nouveau meet-up autour du DesignOps. Et avant de nous quitter, j'aimerais bien que vous puissiez livrer un petit takeaway. Voilà, je sais que vous avez parlé un petit peu dans vos presses, mais rapidement, deux, trois idées là, pour qu'on reparte avec un esprit un peu frais, des petites choses qu'on pourrait mettre en place dans nos équipes respectives ou des choses comme ça. Je vous en prie, vous avez la parole. Ne pas faire de la localisation. Non, nous enfin, je les ai partagés tout à l'heure, mais enfin, tout ce que je disais tout à l'heure sur les initiatives DesignOps de manière générale, de collaborer et itérer, c'est un peu notre mantra. On est obligé en fait d'impliquer en termes d'adoption réellement de tout ce qu'on met en place, d'impliquer les équipes. Et tout à l'heure, j'ai bien insisté aussi sur le fait que ce ne soit pas uniquement les designers, mais aussi le leadership, parce que c'est une manière d'adopter et de favoriser l'adoption aussi dans les équipes. Et l'itération, parce que c'est jamais terminé. On est sur des processus de design également, et on n'est jamais sur quelque chose de figé. Donc on améliore, parfois on se plante, souvent on se plante, et du coup on fait un bilan et on recommence, ou on abandonne aussi, il ne faut pas avoir peur d'abandonner. Merci Damien. Cléa, est-ce que alors moi, ce que je pourrais dire, c'est loguer en fait ce qui devient source de vérité. Donc quand on prend une voie, quand on choisit une structure, une organisation, de la loguer quelque part, qu'elle soit et la rendre accessible, communiquer en fait, communiquer aussi bien entre designers, mais aussi avec tout l'écosystème IT et que parfois la communication avec les PO ou avec des devs des fois. C'est un peu complexe, quoi. Et du coup, c'est pour ça que la communication et de mettre à disposition les choses est hyper importante pour fluidifier les process. Et Léo, Moi, ce serait si jamais vous voyez que vous n'avez pas d'adoption ou que c'est difficile, vous avez des bloqueurs, ne pas attendre et tenter quand même. Je sais que beaucoup d'entreprises, et je fais partie d'une entreprise qui est drivée par la data et par l'envie de suivre une logique. Et en fait, parfois, je me dis, vaut mieux y aller à l'intuition et se dire, ok, c'est pas grave, on teste quelque chose, on se casse la gueule, comme tu le disais, enfin, en d'autres termes. Et puis, en fait, on peut avoir des feedbacks et des insights qui sont complètement différents, mais qui sont tout aussi viables pour pouvoir créer la data. En fait, c'est le fait d'être provocateur de cette création de data, quand on a des bloqueurs. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci d'être venu.